Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et encore une fois, comme on le fait tous les mardis à cette heure-ci, on va vous parler finances. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, encore une fois, on va revenir sur un sujet qu'on a développé la semaine dernière, mais on va aller un peu plus en profondeur sur différents aspects également du sujet. Sujet qui a eu quelques réactions, les gens ont été intéressés d'entendre parler et je pense que c'est quelque chose qui touche les gens. On va parler des dettes personnelles qu'on a quand on est pris avec des dettes puis qu'on n'est pas capable de rencontrer. Ouais, puis on va revenir sur une des dettes parce qu'on manque toujours de temps quand on se parle. On va revenir sur une des dettes qui était les dettes fiscales que j'ai effleurées la semaine passée, mais j'avais une couple d'autres points à dire là-dessus, puis d'autres dettes également. Fait que si on commence avec ça, avec les fameuses dettes fiscales, je séparerais ça en deux. En fait, les dettes, là, quand on parle de dettes fiscales, là, je vais inclure là, pour le bénéfice de la conversation tout ce qui est dû au gouvernement. Là. Donc, ça va être plus simple pour en parler. Que ce soit les dettes d'impôt, les dettes de responsabilité d'entreprise. Donc, des fois, il y a des gens qui pensent à tort que ces dettes-là ne peuvent pas être entrées dans une procédure de faillite, par exemple, personnelle ou de redressement financier de proposition de consommateur. C'est absolument faux. Okay. Les dettes fiscales rentrent là-dedans. Des fois, c'est mélangeant pour les gens. Les dettes d'entreprise, Pierre-Paul, si on a une incorporation, c'est différent. Là, que si on a un enregistrement, c'est deux mondes différents, ces deux éléments-là. Là. Oui, c'est deux mondes bien différents. L'enregistré, évidemment, c'est nous-mêmes, donc ça a des impacts spécifiques. Les dettes d'incorporé, c'est les dettes de la société, donc a priori, on n'est pas responsable. Par contre, si quelqu'un, exemple, doit de l'argent aux déductions, des remises là, pour les salaires, les déductions à la source, ou doit de l'argent à la CNESST, ou doit de l'argent à des salariés, ou doit de l'argent au niveau de la TPS-TVQ, toutes ces dettes-là, d'incorporer, même dans un incorporé, oui. sont l'administrateur est responsable. C'est comme une responsabilité de fiduciaire. Donc, une fois que la compagnie a fait faillite, des fois, c'est là qu'il faut regarder, OK, mais quelle responsabilité tombe sur la tête de l'individu? Et ces dettes-là deviennent libérables dans un contexte de faillite personnelle ou de proposition de consommateur. C'est pour ça que des fois, malheureusement, les gens qui ont une entreprise incorporée qui ferme, qui fait faillite, ils doivent aussi eux-mêmes déposer personnellement une procédure parce que la faillite ne règle pas tout. Elle ne règle pas les responsabilités administrateurs. Par contre, de déposer une procédure personnelle, ça va régler ces responsabilités d'administrateur-là sans problème. Donc, il faut juste être conscient qu'il y a des choses différentes là-dessus. Quand on parle d'une procédure, on parle d'une faillite ou des démarches pour un remboursement ou pour une entente. Est-ce qu'on est-tu forcément dans la faillite ou on peut passer un peu à côté? Non, on est vraiment, quand je parle d'entente avec ses créanciers, souvent je vais parler de proposition. C'est parce qu'il y a différents types de faillite et il y a différents types de propositions. Fait que quand on parle de loi sur la faillite et l'insolvabilité, on inclut tout ça. On inclut donc les faillites commerciales individuelles, on inclut les propositions consommateurs, propositions concordataires. Essentiellement, là, pour le commun des mortels, il y en a deux procédures, c'est la faillite ou la proposition qu'on fait aux créanciers. Puis dans les deux cas, on peut se libérer de toutes ces responsabilités-là. Et on se libère aussi de l'impôt personnel. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir puis qui ont, je vais donner un exemple là, extrême, là, mais 10 ans d'impôt pas produit. Même si on a 10 ans d'impôt pas produit, il faut penser qu'on a peut-être des dettes d'impôt, mais on a aussi peut-être des pénalités de non-production, parce que à coût de 2500 par année de pénalité, ça peut monter vite. Et des fois, les gens qui s'en sont pas occupés, qui n'ont pas produit la déclaration pour toutes sortes de raisons, habituellement mauvaises raisons, mais les gens qui n'ont pas produit ça, ils peuvent se libérer quand même de la dette. Ils ne se libéreront pas de l'obligation de produire leur déclaration par contre. Donc moi, je m'assure évidemment quand les gens viennent me voir qu'ils vont les produire. Et s'ils les produisent, c'est une dette qui va effectivement rentrer dans une faillite ou dans une proposition. Donc, il faut juste être conscient qu'il y a des obligations de la production de documents qu'il faut faire, mais se libérer des dettes, c'est un autre volet. Puis ça, c'est plus simple, on va dire, là, et facilement, et c'est légal aussi de le faire. Là. OK, c'est bon. Mais refaire ses rapports d'impôt sur 10 ans, ça n'a pas été si évident que ça, là, quand même, parce qu'il faut revenir avec des documents qui remontent à 10 ans dans certains cas. C'est pas tout le monde qui garde ces documents longtemps, là. Non, là, il faut les faire ressortir au gouvernement. C'est sûr que c'est un paquet de troubles. Et l'avantage, quand les gens sont insolvables, de toute façon, même si c'est mal fait, entre guillemets, les rapports d'impôt, c'est-à-dire qu'on oublie des déductions, peu importe, puis qu'on a un plus gros solde qu'on devrait,
ultimement, on s'en fout parce que dans une faillite ou dans une proposition, ce n'est pas le montant de dette qui détermine ce que les gens payent. Donc, qu'on ait 10 000 de dette à l'impôt ou 100 000, si on est insolvable et qu'on veut se libérer de ses dettes, ben ça coûtera pas plus cher et les implications seront pas plus grandes, peu importe le montant de la dette. Là. Donc c'est pour ça que c'est pas grave, même quand c'est, on va dire, mal fait, il faut que ça soit fait, tout simplement. OK. Là, on parle de dette fiscale, mais il y a d'autres types de dettes. Par exemple, une hypothèque ou l'achat d'un véhicule qu'on a sur un emprunt. Ça, c'est un type de dette qui est courant également. Oui, les dettes qu'on appelle garanties. Donc, que ce soit une dette sur une hypothèque maison, une dette sur un 4 roues, un skidoo, une roulotte, peu importe. Quand on a un bien qui est en garantie d'une dette, la dette, ça peut être un contrat de vente à tempérament, ça peut être une hypothèque mobilière. Je rentrerai pas dans ces détails-là parce qu'essentiellement, au niveau de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, ça se traite à peu près de la même manière. Ce qui arrive, c'est que quand les gens viennent me voir et qu'ils ont ce type de dette-là, on a un choix à faire. Premièrement, moi, il faut que je vérifie sur ces dettes-là, donc hypothèque, maison, 4 roues, skidoo, roulotte, peu importe le type, véhicule, c'est pareil. On va vérifier, est-ce qu'on a de l'équité sur l'actif? Ça veut dire, si on prend la valeur de l'actif moins la dette qui est rattachée, est-ce qu'on a une valeur supplémentaire à zéro? Si on arrive en dessous de zéro, qu'on a plus de dettes que d'actifs, ou on arrive à zéro, ben à ce moment-là, on n'a pas d'équité. Ça veut dire que il n'y aura pas d'impact sur la personne. La personne va avoir deux choix. Elle va avoir le choix de continuer à payer sa dette garantie, et garder l'actif. Donc, encore là, maison, 4 roues, skidoo, roulotte, véhicule, c'est tout le même principe. Ou elle va avoir le choix de dire, ben cette dette-là, je veux m'en débarrasser. J'avais une balloune sur mon véhicule, par exemple, ou ma maison est problématique. J'ai eu un dégât, les assurances sont pas payées. Puis là, des fois, on veut remettre un actif. Ben là, à ce moment-là, on peut le remettre et on arrête de le payer. Donc, il y a vraiment les deux choix quand on n'a pas d'équité. Pour aider les gens à faire ce choix-là, ben évidemment, avec eux, on va faire un budget. On va regarder le budget. On va voir combien ça leur coûte. On va les comparer avec des moyennes canadiennes. On va essayer d'allumer des lumières sur peut-être certaines dépenses de trop, comme par exemple la personne qui a tout ça, là, qui a le 4 roues, le skidoo, la roulotte, la voiture, des fois 2 voitures, etc. Ben, peut-être que ça va être l'occasion de se débarrasser de certains paiements puis d'en garder d'autres. Okay? Par contre, en général, les gens vont vouloir garder leurs actifs qui ont sous-financement et ils vont pouvoir le faire. Dans les cas où on a un petit peu d'équité, c'est-à-dire que la valeur, soit le bien est clair ou soit la valeur est supérieure à la dette, ben là, à ce moment-là, la personne va devoir racheter son équité, ce qu'on appelle, donc offrir un montant compensatoire à ses créanciers. Donc, pour donner un exemple simple, là, si quelqu'un a un véhicule qui vaut en liquidation, on va dire 4 000 puis qu'il reste 1 500 à payer, ben on va prendre le 4 000, on va enlever le 1 500 qui reste à payer. Fait il va nous rester une valeur de 2 500. Ben la personne, si elle veut garder son véhicule, au lieu de se le faire saisir, ben elle va pouvoir payer des montants, tant par mois, pour arriver à rembourser le 2 500 de la valeur du véhicule. Mais faut jamais oublier que c'est une valeur de liquidation que nous, on calcule et on enlève l'hypothèque, le lien là, sur le véhicule pour arriver à ce calcul-là. Fait que, dans le fond, les dettes garanties ont vraiment un statut particulier et ça, ben, on l'analyse avec les gens aussi quand on fait la rencontre, à savoir qu'est-ce qui est mieux, c'est quoi les conséquences, les avantages, inconvénients. Et aussi, des fois, dans des contextes de séparation, ben, on a des véhicules aux deux noms. Hein, fait qu'il y a aussi des impacts importants à connaître qui sont très, très variables, que je pourrais pas rentrer parce qu'il y a trop de cas de figure, mais quand même, dans les cas de séparation, là, faut vraiment démêler ça parce que on veut pas surtout ce qu'on veut pas, c'est être responsable d'une dette et l'autre garde l'actif et à un moment donné ne paiera pas ce montant-là, puis là, on va se retrouver avec des appels et tout ça. Donc, ça peut créer toutes sortes de situations désagréables. Donc ça, c'est un élément à faire attention aussi. Si jamais on a un actif comme tel, l'exemple typique pour moi qui me vient à la tête, c'est un véhicule. Alors, on se retrouve dans une situation financière qui change subitement. On perd son emploi, par exemple. Là, on se dit, on n'est plus capable de rencontrer le véhicule. Nos paiements sont à jour. On n'est pas endetté sur le véhicule plus que ce qu'on devrait l'être. On prend le véhicule, on va le ramener au garage. On se dit, moi, j'ai plus les moyens de le payer, je vous le ramène. On ramène le véhicule volontairement. C'est une remise volontaire. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça existe, premièrement? Ouais. Ben, la remise volontaire, c'est vraiment une procédure qui existe. C'est quoi, en fait, une remise volontaire? C'est dire à son créancier, celui qui finance, que, ben, regarde, je suis plus capable de le payer, puis plutôt que d'essayer de continuer à le payer, d'être en retard et d'avoir des problèmes, ben, je te remets le véhicule. Donc, on remet le véhicule et on obtient en échange une forme de quittance
qu'on doit absolument signer. Et ça, c'est une procédure qui existe et il faut la lire comme il faut parce que trop de fois, j'ai eu des gens qui pensaient avoir fait une remise volontaire et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis le véhicule et ils ont signé une responsabilité de dette. Donc, c'est complètement autre chose. Donc là, à ce moment-là, si on fait ça, ben là, on remet un véhicule, exemple, qui vaut, je vais dire 20 000 $, il nous reste 25 000 à payer, mettons, dessus. On met un véhicule de 20 000 $, le créancier le prend, le vend à l'encan, il le vend 10 000 moins les frais et tout ça. Finalement, ça fait un net de 8 000 Ils vont prendre le 8 000 ils vont l'enlever sur la dette du 25 000 et là, il va nous rester mettons, un 17-18 000 à payer. Et ça, on va être responsable de le payer. Donc, ça, c'est pas du tout une remise volontaire. C'est vraiment, on a remis notre véhicule puis on a signé une responsabilité de dette. Ça, on veut pas ça. Ou si on fait ça, ben dans la majorité des cas, on est bien mieux de le vendre nous-mêmes, le véhicule, parce qu'on va le vendre plus cher que le créancier va le faire. Ouais. La remise volontaire, c'est vraiment différent. C'est une entente entre les deux parties. Je remets le véhicule et on donne quittance. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, les créanciers là, ont deux types de procédures qu'ils peuvent faire quand ils veulent reprendre un véhicule. Ils peuvent soit, il y a plus de complexité ça, mais essentiellement, ils peuvent soit reprendre le véhicule et donner une quittance, ou ils peuvent soit obtenir un jugement contre nous et nous laisser le véhicule. Mais ce que les gens savent pas, c'est que le fait d'obtenir un jugement contre eux, ça vient de rendre le véhicule libre de tout lien. Et le créancier vient de perdre son lien sur le véhicule. Puis ça, il y a plusieurs jugements qui sont sortis, donc qui vient confirmer que les créanciers peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. S'ils décident de faire une procédure contre la personne pour aller obtenir un jugement financier d'une dette, ben, ils perdent leurs droits sur l'actif, donc la personne peut le vendre. Et si, par contre, ils disent, ben non, je vais reprendre le véhicule, ben à ce moment-là, ils doivent donner une quittance. Donc, il y a vraiment ces deux procédures-là. Et la remise volontaire, l'impact négatif qu'il peut avoir à ça, c'est que ben, au dossier de crédit, ça peut être inscrit qu'on n'a tout simplement pas payé. Et là, ça va affecter notre code de crédit. Et le dossier de crédit, de la façon que ça fonctionne, c'est vraiment ils agrègent des données. Hein. Ils prennent des données, ils les mettent ensemble. Donc, si le créancier garanti ne l'inscrit pas au dossier de crédit, ça se peut que personne ne le sache là, qu'on a fait une remise volontaire. C'est vraiment le créancier qui lui-même va l'inscrire à notre dossier de crédit qui va nous nuire. Donc, ça aussi, cet aspect-là peut même se négocier dans certains cas pour dire, ben, je te remets mon véhicule et on ne l'inscrit pas au dossier de crédit pour toutes sortes de raisons, notamment le fait que peut-être que le véhicule vaut encore la valeur de la dette. Donc, il y a certains contextes où on veut s'assurer que non seulement on n'est pas responsable de la dette, mais qu'en plus, on n'aura pas de tâche à notre dossier de crédit pour avoir remis volontairement un véhicule. Lorsqu'on fait de la location sur un véhicule, est-ce que c'est le même phénomène ou cette fois-ci, le lien location va vers le garagiste? Ben, c'est pas le garagiste, à moins qu'on ait un financement maison, c'est toujours le financier derrière. Des fois, on pense c'est un bon point ce que tu dis, des fois, on pense qu'on loue au garage, hein, mais c'est rare. C'est souvent un financier derrière là, qui a fait le financement. Ben, s'il y a une location, on peut faire le même principe, c'est-à-dire que si on s'entend avec notre créancier, on peut remettre le véhicule, mais le problème des locations, souvent, c'est que la valeur est moins intéressante, on paye moins par mois. Hein, donc, souvent, on se retrouve avec un véhicule qui le véhicule il est pas à nous, donc le véhicule il peut être repris par le créancier puis ils peuvent nous charger la dette après. Donc c'est des procédures qu'on voit couramment. En location, souvent on paye moins cher, hein, on paye moins par mois. Donc ça veut dire que la dette totale sur le véhicule, sur le prix total du véhicule, souvent est plus élevé qu'en achat. Donc la location ça se traite un peu différemment, mais on peut retrouver les mêmes principes derrière, mais c'est beaucoup plus rare. Comme moi, j'ai pas vu de remise volontaire dans des contextes de location. Probablement pour cette raison-là, pour le fait que les véhicules souvent ont beaucoup moins de valeur par rapport à la dette qui reste dessus parce qu'on a payé moins de dette. OK, c'est intéressant. Pierre-Paul, si on veut vous rejoindre, on s'y prend comment? Oui, les gens peuvent nous joindre au 1844-LACASE, peuvent nous joindre à info@commercial-lacasesyndic.com, peuvent aller évidemment sur notre site Internet, LACASE et associés, peuvent nous joindre sur notre Facebook et notre LinkedIn également. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Ce fut extrêmement instructif. Merci, Denis.